La loi santé de Marisol Touraine est donc examinée depuis hier au Sénat et la colère des médecins libéraux ne retombe pas. Avec nous, Jean-Paul Ortiz, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Confédération des syndicats médicaux français. Alors, je le disais, un projet de loi qui provoque la colère des médecins. Pourquoi ? Les médecins sont en colère contre ce projet de loi depuis de longs mois. Nous l'avons dit, nous avons été amenés à fermer nos cabinets à l'appel de la CSMF en décembre dernier. Il y a eu une grande manifestation le 15 mars dernier qui a rassemblé tous les médecins, tous les syndicats, toutes les générations. Ça doit interpeller le politique. Pourquoi nous sommes opposés à ce projet de loi de santé ? Parce qu'il a été fait d'une façon technocratique, centré sur l'hôpital, avec des mesures que nous ne pouvons pas accepter et il ne correspond pas à la crise profonde que vivent les médecins libéraux aujourd'hui. Alors, centré sur l'hôpital, ça veut dire que la médecine de ville a été oubliée ? Aujourd'hui, il faut bâtir un système de santé où vraiment on met la médecine de ville, les médecins généralistes, les médecins spécialistes de proximité au cœur de la prise en charge des patients pour éviter le recours excessif à l'hôpital. Or, nous avons en France des structures hospitalières qui ont besoin d'être restructurées parce qu'elles sont hypertrophiées. Nous avons en France 6,4 lits pour 1000 habitants, quand dans la moyenne des pays de l'OCDE, on est à 4,9 lits. Donc il y a trop de lits, ce qui coûte beaucoup trop cher. Et donc du coup, le budget accordé à l'hôpital est beaucoup trop important par rapport au budget accordé à la médecine de ville. C'est ça que vous dites ? C'est exactement ça. En France, 22% seulement du budget de la santé est consacré aux soins ambulatoires. En Allemagne, 30%. Voilà des comparaisons desquelles on doit s'inspirer pour réorganiser le système de santé et la façon dont les Français accèdent aux soins. Or, aujourd'hui, ce projet de loi de Marisol Touraine ne va pas du tout dans ce sens-là. Il ne pose pas les vrais problèmes. Alors, il y a plusieurs choses qui cristallisent la colère des médecins, notamment la généralisation du tiers payant. Là, vous y êtes complètement opposé. Nous sommes, et je le redis, favorables à un tiers payant social. Les médecins libéraux sont favorables à accueillir tous les patients, même les plus défavorisés, dans leur cabinet. Et c'est la grandeur de notre médecine à la française, c'est la grandeur de la médecine libérale, c'est notre éthique, il n'y a aucun doute là-dessus. Nous le faisons pour la CMU, c'est la couverture maladie universelle et la complémentaire, pour les actes les plus coûteux. Et nous sommes d'accord sur le principe pour l'étendre à l'aide complémentaire santé. Il faut d'abord résoudre les problèmes techniques. Il est hors de question que nous passions un temps fou à faire de la bureaucratie, à vérifier les comptes pour voir qui nous a payé, qui ne nous a pas payé. Ça alourdit vraiment votre travail ? On en a marre de cette paperasserie. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, dans une journée de travail, le médecin consacre, et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont toutes les enquêtes, 1 heure à 1 heure et demie à faire du travail administratif. Voilà la réalité des choses. Il faut que ça cesse. Il faut qu'on se consacre aux soins et le tiers payant généralisé va encore alourdir les choses. Tiers payant social, oui. Tiers payant généralisé obligatoire pour tous, non, parce qu'on va y passer trop de temps. De plus, cela introduit les assureurs complémentaires dans une relation directe avec le médecin. Et nous sommes attachés à être en relation avec l'assurance maladie obligatoire, qui est la base de notre solidarité nationale. Alors, ça veut dire quoi directement avec les mutuelles ? C'est-à-dire que les mutuelles vont pouvoir avoir accès au dossier des patients ? Ça veut dire que les mutuelles vont avoir accès à un certain nombre de données, y compris, cela est contenu dans le projet de loi de Marisol Touraine, auxquelles aujourd'hui elles n'ont pas accès. Ça nous préoccupe beaucoup. C'est vrai qu'il y a la barrière mise en place par la CNIL chaque fois qu'il y a un accès à des données informatiques, en particulier sur les données de santé, mais cette modification contenue dans la loi de Marisol Touraine, oui, nous préoccupe parce que nous craignons qu'en agrégeant, il y avait les outils informatiques qu'on a aujourd'hui, en agrégeant les données, les assureurs complémentaires puissent faire de la sélection du risque, c'est-à-dire qu'elles puissent aller vers certains assurés et pas d'autres. Et ça, c'est pas possible. Il faut que nous ayons un système solidaire où nous cotisons en fonction de nos moyens, nous recevons en fonction de nos besoins. C'est la base des ordonnances de 47 issues du Conseil de la Résistance. C'est vrai que les choses ont évolué, mais les médecins libéraux restent très attachés à cette notion de solidarité. Vous craignez aussi pour le secret médical ? Bien sûr, parce que l'ouverture de ces données de santé à de nombreux acteurs nous font craindre l'entrée du pouvoir financier dans le domaine de la santé de façon non contrôlée et de façon
potentiellement dangereuses. Alors, autre problème que vous pointez du doigt, ce sont les fameux déserts médicaux. Vous mettez en garde contre la panne des vocations. Et ce que vous réclamez, en fait, c'est aussi une revalorisation du prix de la consultation, parce que ce que vous dites, c'est que les jeunes médecins n'ont plus envie de s'installer avec des consultations qui sont à 23 €, hein, c'est ça, hein. Alors là, vous abordez deux problèmes en un. Le problème de la panne des vocations et des déserts médicaux, c'est souvent un problème de désert tout court. Lorsque l'État s'est désengagé, qu'il a fermé l'école, le collège, la gare, qu'il n'y a plus de services publics, il ne faut pas s'étonner si les jeunes médecins n'ont pas une tendance naturelle à s'y installer, d'autant qu'aujourd'hui, ce sont de jeunes femmes en majorité qui sont mariées et qui vivent en couple et qui ont des enfants et qui ont donc besoin d'un minimum de vie personnelle. Et c'est légitime à côté de leur vie professionnelle et c'est tout à fait normal. Nous sommes opposés à des mesures coercitives et nous pensons qu'il faut continuer à développer l'incitation, mais il faut aussi multiplier de nouvelles formes d'organisation pour les médecins autour des regroupements, qu'ils soient physiques ou virtuels, autour de l'exercice multisite. Ceci étant, quand on regarde le nombre de jeunes médecins qui s'installent en médecine libérale lorsqu'ils s'inscrivent au Conseil de l'Ordre, il est de 12% seulement. Il y a une véritable crise des vocations pour la médecine libérale. Qui vient d'où ? Qui vient de cette dérive de bureaucratie et d'administratif qui nous pollue notre activité professionnelle et qui vient d'un métier sous-valorisé. Quand vous pensez qu'on peut aller voir un médecin qui a été sélectionné en première année avec un concours où il y a 12% de reçus, qui fait 10 ans d'études difficiles, et que le tarif unitaire de la consultation est à 23 €, ceci est déconnecté de la réalité. La consultation, elle est de plus en plus longue, de plus en plus difficile. Les patients sont plus âgés, ils nous prennent beaucoup plus de temps parce qu'ils sont polypathologiques, ils associent plusieurs maladies qu'il faut suivre, qu'il faut accompagner. Il faut donc revaloriser et surtout hiérarchiser la consultation. Il est totalement anormal que nous ayons un tarif unique pour la consultation. Les experts ont proposé de multiples moyens pour mettre en place une échelle de valeur de cette consultation. Il est indispensable que nous allions vers ça. Et je continue à penser qu'il est légitime qu'aujourd'hui, aller voir un médecin doit être au minimum de 30 €. Vous savez quel est le prix de la consultation moyenne en Europe ? 47 €. Alors, le directeur général de l'assurance maladie, lui, il affirme que la Sécu ne pourra pas supporter un coût supplémentaire. Si on passe de 23 à 25 €, c'est 550 millions par an de plus. Il faut faire un choix politique pour consacrer les moyens au secteur médecine de ville qui est aujourd'hui le plus efficient et qui doit permettre le maintien à domicile des populations âgées et polypathologiques. Aujourd'hui, ce qui arrive, grâce à la maîtrise médicalisée, à contrôler l'évolution des dépenses, c'est bien la médecine de ville. Sur les 3 dernières années, le budget hospitalier a encore augmenté en moyenne de 2,5% par an. Sur les mêmes 3 dernières années, le budget consacré à la médecine de ville a augmenté de 1,5% par an. Voilà le problème. Effectivement, la France est dans une situation économique difficile, nous en sommes parfaitement conscients. Ayons le courage de prendre des décisions politiques. Et quand j'entends Madame la ministre qui parle du virage ambulatoire, je lui dis d'accord, banco, mais il faut sortir des mots, sortir de l'incantation et donner les moyens. Et des paroles, il faut aller aux gestes. Et nous le verrons avec la détermination de l'ONDAM, de l'Objectif national des dépenses d'assurance maladie, et nous verrons combien, enfin, on décide de consacrer à la médecine de ville. Est-ce que tout ça, c'est pas aussi dans l'intérêt du patient ? Généralisation du tiers payant, une consultation unique, est-ce qu'on n'essaye pas aussi de préserver le patient de dépenses médicales qui seraient trop onéreuses à la fin ? La généralisation du tiers payant, elle est présentée comme une facilitation de l'accès aux soins pour des populations qui pourraient avoir une barrière pour accéder à leur médecin. Quel est le vrai problème en matière de coût à l'échelon individuel pour un patient lorsqu'il a un problème de santé qui est mal pris en charge par la sécurité sociale ? Est-ce que ce sont les 23 € pour aller voir son médecin généraliste ? Non. C'est l'optique, le dentaire et l'audioprothèse.
Voilà des budgets importants pour chaque Français lorsqu'il en a besoin et qui sont extrêmement mal couverts par la sécurité sociale, par l'assurance maladie obligatoire et pas beaucoup mieux par les assureurs complémentaires. Là, il y a un vrai problème, effectivement, de ce qu'on appelle le reste à charge pour les patients et en particulier pour les populations âgées, défavorisées. Et on sait bien que la surdité favorise l'isolement. Exactement. Et là, il faut prendre les mesures nécessaires. Merci beaucoup Jean-Paul Ortiz d'avoir été Merci. avec nous dans le 14-17, le 14-17 qui continue tout de suite.